Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière. Par conséquent, dans ce podcast, il est encore un peu question du manga Death Note et du travail de Takeshi Obata, l'un des mangaka les plus reconnus au monde. En plus d'être le dessinateur de Death Note, il a aussi été sur Bakuman, School Judgment, Blue Dragon et bien d'autres. Actuellement, sa série en cours, c'est Showa Shoten, une aventure qui plonge le lecteur dans l'art de la comédie et du stand-up japonais. Et aujourd'hui, c'est pas tant l'histoire de ces mangas qui nous interroge, mais son art du cadrage et de la mise en scène. Un aparté préparé par Antonin Lacombe. Salut Antonin. Bonjour à tous. Et avec notre invitée Clotilde Bruno, autrice de bande dessinée, notamment sur la BD Perceval avec Chevalier Gambette au dessin, scénariste sur les Cassos ou scénariste sur Last Man, spécialiste en narration, nous allons voir justement comment une scénariste analyse le travail d'un dessinateur, tel que Takeshi Obata. Salut Clotilde. Salut. Merci d'être avec nous. J'ai une première question pour toi. Comment une scénariste regarde un dessinateur comme Takeshi Obata ? Est-ce que tu le regardes avec des yeux pleins d'amour ou est-ce que tu plisses un peu les yeux, genre mais qu'est-ce qu'il va faire à mon scénario lui ? Alors je plisse les yeux avec amour, un peu des deux, dirais-je. Finalement, je porte probablement le même regard sur son travail. Bon alors déjà, je porte un regard amoureux parce que c'est un très bon dessinateur qui a une très belle ligne claire, voilà, c'est très agréable à suivre. Sur sa narration de manière pure et dure, je pense que je porte un regard comme celui que lui-même porte sur ses personnages, assez distant et adapté, dirais-je. Je pense que il a une narration qui s'oublie régulièrement, ce qui est le signe d'une très bonne narration, qui ne prend pas trop de place. Donc moi, je trouve ça très bien. Ça laisse la place à l'histoire et justement, il n'est pas dans la démonstration perpétuelle. Donc moi, je porte un regard plutôt, en tout cas, positif et agréable sur sa narration. Il a quand même abordé des thèmes complètement différents et assez diamétralement opposés. Comment est-ce que ces scènes d'ouverture ou comment est-ce que lui, il arrive à poser ces différents univers avec à chaque fois un dessin qui change légèrement et une narration qui s'adapte ? Eh bien, on voit, comme tu dis, tu vois, c'est le mot adapté qui définit très bien tout ça. On voit que selon les changements de genre et les changements de scène, il va modifier un petit peu sa narration. Si on prend l'exemple de Death Note, où on est beaucoup plus dans du thriller. À chaque fois, j'ai notamment regardé les scènes d'intro suivies tout de suite d'une scène de rencontre. C'est vraiment structurellement, même si c'est pas lui qui gère le scénar, c'est structurellement un peu toujours la même chose. C'est toujours des histoires de confrontation et de duo. Dans Death Note, par exemple, il y a beaucoup, évidemment, de chant contre chant, mais il y a une narration qui est très serrée. Il y a beaucoup plus de gros plans, c'est plus haché, plus nerveux, et surtout, il y a beaucoup de contre-plongées. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il y a pas mal de contre-plongées sur Ryux qui n'arrivent plus du tout. Après, pendant le bouquin, c'est vraiment, ils sont sur le même axe l'un et l'autre. Donc, on voit que la scène d'intro des deux personnages, il y a quelque chose de posé sur qui sont ces deux personnages et quelles sont leurs relations, qui va se modifier par la suite. Mais quand on regarde Bakuman, c'est assez drôle, Bakuman, c'est extrêmement classique. Il y a quelque chose qui s'adapte en fait en fonction du genre et même du thème, et voire même des personnages d'ailleurs. Je trouve les scènes d'intro les plus classiques sont dans Bakuman, et on s'adapte à un thème qui est justement du dialogue avec des persos qui sont pas si exubérants que ça, sur une thématique, le dessin que évidemment j'affectionne beaucoup, mais qui est assez difficile à mettre en image. Et finalement, le fait de pas essayer de survendre, faire une narration qui est beaucoup plus outrée, comme pourrait l'être celle de Death Note, en fait, ça laisse toute sa place à l'histoire, donc ça marche très bien. Et finalement, si on arrive après sur Showa, c'est marrant, c'est un peu un mix des deux. Alors, on n'est pas du tout aussi loin que Death Note sur de la narration beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus forte. Mais par contre, il y a une scène d'intro avec un personnage qui, on le sent, est un peu différent, qui observe l'autre. Donc, c'est quasiment traité comme une scène d'amour. C'est drôle, c'est une observation de loin, des regards qui se croisent, etc. Et c'est drôle parce que c'est traité donc un peu de cette manière-là, avec un personnage
observé, qui est beaucoup plus exubérant. Et donc le perso de Taiyo, qui est beaucoup plus exubérant. Et du coup, pareil, il va y avoir des petites répétitions, des choses qui vont aller un petit peu plus accompagner cette exubérance-là. Donc finalement, ce qui est visible dans sa narration, c'est qu'elle change en fait selon les genres, selon les personnages et voilà, selon le bouquin. Ce qui est assez déjà intelligent, assez fort, parce que c'est pas facile du tout de changer sa narration en fait. On a tous des tocs, des manières de raconter qu'on aime bien, qu'on affectionne, dans lesquelles on va se réfugier. On a tous des préférences stylistiques, esthétiques, même en narration. Moi, je sais que personnellement, j'utilise beaucoup le miroir, la répétition, le parallèle, des répétitions de cases, vraiment pour marquer une rythmique. Et lui, il est vraiment capable de se sortir de ça pour aller varier et vraiment être au plus proche finalement de son histoire et du scénario qu'on lui donne. Pour revenir sur Death Note, tu parlais de la contre-plongée au début sur l'introduction de Ryuk et de Light. Qu'est-ce qu'elle est censée apporter? Pourquoi il a fait ce choix? On a un personnage, alors, à ton avis? à mon avis, mais ça me semble... Quand il y a une contre-plongée sur un personnage, c'est pour marquer sa puissance, ou pour marquer une domination, ou en tout cas un élément qui peut être un élément qui fait peur. Donc Ryuk, bien évidemment, au moment où il apparaît au début de l'histoire, il est quand même un peu flippant. On est sur un dieu, certes, qui va être lié par un pacte à un humain, mais à ce stade de l'histoire, on est en pleine découverte du personnage de Light. On a compris qu'il était peut-être un peu plus malin que les autres, mais je pense qu'on est assez loin de savoir qui il est. Et donc, à ce moment-là, il y a un marqueur très clair sur quel relationnel ont ces personnages. On a Light, un moment qui est au sol face à Ryuk, qui est debout face à lui, et qui est donc on est sur une contre-plongée plutôt forte. Très clairement, ça marque une position très dominante de Ryuk, et ça nous permet d'être dans le point de vue de Light, point de vue d'ailleurs qui est très marqué, notamment par les gros plans aussi, il y a beaucoup d'éléments de gros plans sur des objets, notamment d'ailleurs, on le voit sur le Death Note, donc ce qui nous permet de rentrer vraiment dans le personnage de Light. On est avec lui, on est dans son point de vue. Et quand Ryuk arrive, donc non seulement il est dans une position dominante et flippante vis-à-vis du lecteur, donc de Light, mais en plus, on est dans une confrontation. On nous montre bien que ce personnage-là, on n'est pas de son point de vue à lui. On est, en tant que lecteur, extérieur à ce personnage parce que on n'est pas dans un relationnel d'égal à égal. Donc je pense en tout cas que ça accompagne cet élément-là de l'histoire. Effectivement, là, on est dans une confrontation pure dans Death Note, alors que dans Bakuman, c'est un duo qui justement essaye de gravir les échelons un petit peu du succès, essaye de comprendre comment ça va fonctionner dans le monde, le manga game, voilà, comme on dit. Là aussi, il change un petit peu le ton. C'est quand même le manga qu'il a fait après Death Note, quasiment. Et là, d'un coup, comment est-ce qu'il s'adapte à cet univers qui est beaucoup plus shonen en apparence, mais quand même, ce sont deux personnages statiques, parce qu'on peut pas dire que la vie d'un scénariste ou d'un dessinateur de BD soit trépidante d'action, quoi. Ça, c'est ce que tu crois, mais figure-toi, non, malheureusement, c'est vrai, on ne vit pas des vies d'aventure. Enfin, peut-être que c'est mieux, en fait. On en a suffisamment dans nos têtes. En fait, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un manga qui est très technique. Et finalement, cette technicité-là du propos ressort dans quelque chose qui pourrait être plus plat, mais finalement, encore une fois, qui accompagne très bien le propos. En fait, il s'adapte en étant sur des plans, finalement, assez classique du plan moyen. On est sur des cadrages où juste on accompagne les personnages pour avoir un peu d'émotion. Donc, il n'y a pas énorme de plans larges. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'establishing, donc de montrer l'environnement parce qu'on est dans un environnement qu'on connaît, qui est moins fantastique. Et il y a moins besoin d'instaurer ces espèces d'ambiances étranges. Donc, en fait, les close-up, les gros plans qui sont là, ils sont là pour plutôt donner un petit peu d'émotion, apporter un peu d'effet, de surprise ou autre, mais pas tant que ça. Finalement, les espèces de petites exubérances qui sont permises, alors on voit qu'il y a un moment une sorte de petite explication technique et ça arrive régulièrement, on voit des Nemu aussi régulièrement dans le bouquin, mais la petite exubérance et éventuellement on va avoir de temps en temps par exemple, alors de l'image sur du bord perdu ou sur des grandes cases, on va avoir des
des images qui accompagnent les pensées, donc souvent quasiment du flashback ou là il y a une bulle de pensée sur une page, ce qui est assez rare d'ailleurs en manga, mais je pense que j'imagine que ça c'est utilisé pour bien reprendre le côté bande dessinée, pour bien dire voilà, la forme accompagne le fond, on est en train de parler de manga, on est en train de parler de bande dessinée technique, donc on va mettre des éléments de cette technicité-là, donc des bulles à l'intérieur même des cases, et s'en servir. Ouais, puis l'exubérance, tu vas l'avoir sur les mangas que les personnages du manga dessinent eux-mêmes. Quand on voit aussi Eiji Nizuma en train de dessiner avec son espèce de grande plume, là, ça a tout de suite de l'impact. Oui, tout à fait. Ça va être en fait sur cette espèce de fantaisie. Pas fantaisie au niveau du genre, mais fantaisie vraiment au niveau du ton. Ça va être ces petites fantaisies-là, ça va être de temps en temps, évidemment, des persos qui vont un peu plus vers le cartoon. Voilà, on va se permettre du chibi ou des choses comme ça. Mais dans vraiment purement la case, l'enchaînement, finalement, ça reste, je trouve, des 3 mangas qu'on évoque là en ce moment, ça reste vraiment le plus classique. Mais parce que c'est peut-être la thématique qui est la plus classique, la plus technique, pure et dure. Eh ben, tu vois, là, ça montre qu'effectivement, il s'est abordé des domaines très différents, de manière différente. Alors, dis-toi que c'est quelqu'un de passionné de fromage, qui rêve de faire un manga sur le fromage. Comment tu verrais une narration autour du fromage, toi ? Ah bah alors, je dirais que ça dépend vraiment du thème. Le fromage, il y a beaucoup de choses à faire. Écoute, soit on est vraiment sur un truc, là, Yakitate Japan, ou voilà, ou du shonen comme ça, qui peut finalement aller vers quelque chose d'un peu classique, technique. Après, le fromage, écoute, ça peut nous amener loin. Hein. On peut partir vers de la fantaisie, vers de l'aventure. Donc, en fait, tout dépendrait du genre qu'ils décident d'utiliser. Mais comme tu parles de quelque chose de finalement assez sensitif, parce qu'on va parler de sensations beaucoup, il faudrait réussir à désintellectualiser. Bon. Ah bah d'odeur, mais de goût aussi, monsieur, voyons. De visuel, de tout. Mais donc, il faudrait réussir à peut-être sortir de ce côté purement très très technique, même si j'imagine que ça resterait, vu pour l'instant la manière dont il a abordé ses bouquins, même Death Note finalement est très dans le dialogue, et finalement c'est beaucoup de personnages qui parlent, même s'il y a beaucoup de tension, ça n'empêche pas. Je pense qu'il faudrait quand même réussir à sortir un peu de cases trop carrées ou de choses vraiment très enfermées pour aller de temps en temps chercher cette exubérance et aller faire appel au sens en ayant peut-être des images qui soient moins figuratives, moins carrées, techniques, pour avoir un peu plus de fantaisie et aller chercher de l'émotion et surtout du sensitif. Merci beaucoup Clotilde du temps que tu nous as accordé. On te retrouve avec Perceval aux éditions Nathan qui fait un très beau cadeau de Noël. Exactement. Merci du temps que tu nous as accordé. Merci. C'est avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour retrouver le travail de Clotilde Bruno, ça se passe donc en librairie ou à la télévision avec les Cassos par exemple. Et pour retrouver les mangas de Takeshi Obata, c'est aussi en librairie que ça se passe. Tout Death Note est disponible, tout Bakuman, tout ce qui est sorti en France aussi sur Showa Shoten d'ailleurs. Donc vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va continuer nos discussions autour de son travail et autour de Death Note. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. À la semaine prochaine, salut.